La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons la conférence vidéophonique du livre 3, Sciences. Chapitre 7. Mécanisme biologique. L'eau est d'abord un liquide aux propriétés particulières. Elle est un composé chimique de molécules en interaction H2O particulièrement complexes. Ces particularités complexes résultent des capacités de ces molécules à s'agglutiner, temporairement, et de former des réseaux. L'eau a aussi la particularité de s'évaporer par échauffement ou de se structurer en une masse de glace plus légère que l'eau. L'eau pourrait avoir une autre propriété, celle de conserver l'empreinte de substances y ayant transité. Un avantage pour la recherche pharmaceutique. Mais cela n'est pas aussi simple à faire admettre par la communauté de ces chercheurs. La subordination de la recherche scientifique aux lobbyistes économiques et pharmaceutiques verrouille tous les systèmes de recherche ne correspondant pas aux attentes économiques. L'injection des énormes capitaux dans les gigantesques structures économico-scientifiques n'accorde aucune place à une recherche qui serait indépendante de leurs dogmes. Toutes les nouvelles idées émises, mais dérangeantes pour le système, sont irrémédiablement censurées. Il ne faut surtout pas compter sur les moyens d'information scientifique de pouvoir déroger à la tendance, il reste à la subordination des pouvoirs économiques. La sélection n'est possible que par la soumission aux forces exercées. Les carriéristes en sont très conscients. Dans ce système, la parole médiatique est plus importante que les résultats obtenus. La recherche d'une reconnaissance scientifique doit s'accompagner d'une légitimité avec le système. Les institutions sont les gardiennes d'une science officialisée qui n'accorde sa bénédiction qu'à ceux qui respectent les codes, en dehors de tout esprit d'une saine recherche scientifique. Un modèle d'évaluation est donc instauré pour défendre les dogmes imposés. Les procédures de censure et de verrouillage l'emportent largement concernant toutes les recherches qui ne correspondraient pas au paradigme en vigueur. Tous les niveaux de la recherche fondamentale, en opposition à la recherche appliquée, se heurteront à ces niveaux oligarchiques scientifiques établis. En 1982, des expériences en recherche biologique avaient été réalisées dans l'unité 200 de l'INSERM, à Clamart. Il s'agissait de recherches in vitro sur des produits à haute dissolution. La médecine homéopathique est basée sur des effets médicamenteux, à partir de très faibles doses de principes actifs. Ces très faibles doses se situant en dessous du seuil d'efficacité généralement admis en médecine traditionnelle. Ces recherches étaient alors contraires à la possibilité d'une activité biologique de type moléculaire, en l'absence de molécules. Les niveaux de recherche avaient été établis à partir de dilutions répétitives d'une solution contenant de l'anti-GE, anti-immunoglobulineux, qui est un anticorps, soit des protéines indispensables au système immunitaire, puisqu'ils sont chargés de détecter des éléments indésirables dans la circulation sanguine, et de recruter des cellules pouvant lutter contre le développement de ces éléments indésirables dans notre organisme. Au fur et à mesure des dilutions d'une solution contenant de l'anti-GE, les effets sur les globules blancs, basophiles, qui sont un type de globules blancs dont la particularité est de posséder des granules, sortes de grains intracellulaires dont la particularité est d'être sensibles à un processus de dégranulation, agréant le bon fonctionnement des tests et permettant leur sensibilité à certains antigènes, qui créent des allergies chez certaines personnes, commenceraient d'abord à diminuer puis, au-delà d'un certain seuil de dilution, ils reprendraient leurs effets de façon inexplicable. En effet, à partir de la 9e dilution décimale, aucun principe actif n'est censé pouvoir agir en raison du très faible nombre de molécules de ce principe actif, encore présentes dans la dilution utilisée. L'expérimentation consistait à utiliser une dose de principe actif dans un tube à essai numéro 1, contenant de l'eau désionisée, c'est-à-dire complètement purifiée de ses sels naturels.
Pour obtenir une première dilution décimale, il est retiré 1/10 de la substance du tube numéro 1 qui est transféré dans un tube à essai numéro 2, contenant lui aussi de l'eau désionisée au volume de 9/10. Les tubes étaient alors violemment agités mécaniquement, pendant 15 secondes. Et ainsi de suite, avec toutes les rigueurs professionnelles indispensables, utilisées par les expérimentateurs. Arrivé à la 9e dilution, soit à 1/1000 de la dose utilisée, pour un test en biologie classique, une reprise d'activité des principes actifs était alors constatée. De très nombreux tests auraient ensuite été effectués, selon des protocoles bien rodés, pour pouvoir déterminer la véracité sans ambiguïté du résultat précédemment constaté. En l'occurrence, des protocoles de contrôle auraient également été rajoutés, en raison du caractère particulier obtenu par le phénomène constaté. Dans le souci de plus grandes investigations, les biochimistes à l'origine de ces recherches auraient expérimenté des dilutions progressives allant jusqu'à la 120e décimale, 1/10, -120 soit, un suivi de 120 0. Dans les graphiques obtenus et nécessaires à une meilleure compréhension, réalisée à partir de ces nouvelles expériences, il avait été constaté des pics d'activité suivis de chutes d'activité en alternance. En termes statistiques, le constat qui s'imposait était une insuffisance de molécules, ou même d'une absence totale du principe actif, permettant l'obtention d'une réaction, à partir d'une dilution décimale correspondant à 1/10, -15. En regard de ces résultats, les laboratoires homéopathiques de France auraient établi des contrats avec protocole de recherche, co-signés par l'INSERM. Ils auraient permis d'étudier les effets des médicaments homéopathiques, qui sont, par définition, composés de substances à haute dilution, grâce à des niveaux d'investigation plus affinés. Ces protocoles auraient été réalisés sur la base des résultats des investigations précédemment constatées. Ils auraient été établis avec la même rigueur que ceux conclus avec l'industrie pharmaceutique classique. Les instances homéopathiques accueillirent les confirmations des précédents résultats avec enthousiasme, puisqu'ils émanaient d'un centre de recherche de l'INSERM. Cependant, les résultats divulgués paraissant incompatibles avec les fondements de la biologie traditionnelle qui précisent qu'il ne peut exister d'activité biologique en dehors de la présence des molécules d'un principe actif. Aussi est-il intéressant de définir que les conclusions des travaux n'engageaient pas de processus thérapeutique. Il s'agissait simplement d'une divulgation des résultats obtenus, à partir de recherches sciemment contrôlées, d'un effet biologique constaté. La divulgation des résultats obtenus permettait de porter à la connaissance d'autres instances de recherche dans le monde, de pouvoir reprendre les études à partir des bases de travail, pour la confirmation ou l'infirmation des résultats établis. Les résultats définitifs se seraient avérés sans équivoque. Tout se passe comme si l'eau se souvenait de la molécule. Il avait aussi été précisé que les résultats ne permettaient pas de donner des explications. Le principe de réserve était donc appliqué. Pourtant, s'il peut exister un effet biologique sans molécule de principe actif ainsi constaté, cela précise que les connaissances en physique, chimie et en biologie demeuraient encore insuffisantes. Chaque nouvelle découverte devrait pouvoir faire l'objet de répercussions sur les modèles économiques en vigueur. Le constat expérimental d'un phénomène reproductible devrait aboutir à des interrogations sur la signification et les mécanismes qui interagissent, afin de pouvoir comprendre ce qui n'est pas compréhensible à un moment donné. Un nouveau niveau de recherche aurait dû s'engager vers la confirmation du phénomène dans d'autres systèmes biologiques. L'étude des systèmes biologiques par des manipulations physico-chimiques et étudier les comportements de ces activités inhabituelles. Entreprendre des coopérations multidisciplinaires internationales, avec des physiciens et des chimistes ayant les compétences pour pouvoir aborder ce sujet de recherche. Ce sont là les démarches normales de la recherche expérimentale. Les considérations des experts étant au contraire motivées par le souci d'écarter définitivement toute recherche sur le souvenir d'une molécule par l'eau, en raison des conséquences trop favorables à une médecine controversée, celle de l'homéopathie, au détriment de la médecine classique, et aux enjeux économiques considérables. Ce sujet a donc fait partie des nombreuses censures scientifiques. Champ unifié.
L'explication de la gravitation, par Albert Einstein, a ouvert des perspectives extraordinaires sur l'organisation de l'univers physique. Nikola Tesla, l'inventeur aux centaines de brevets, a lui aussi fourni des explications sur le fonctionnement des champs et entrepris un grand nombre d'expériences. Ses études sur la téléportation auraient donné lieu à des expérimentations à Philadelphie, où un navire de guerre aurait disparu du port pour se retrouver à Norfolk. Ce transfert dans l'espace aurait également occasionné un transfert dans le temps, avec un espace de 40 ans dans le futur. Des personnes, qui se trouvaient à bord en 1943, se seraient retrouvées en 1983. Toutefois, la crédibilité de Nikola Tesla aurait été très émoussée, en son temps, par sa révélation de détenir ces extraordinaires secrets d'invention grâce à des contacts qu'il aurait eus avec des extraterrestres. Le sujet de la téléportation était à la mode, dans les années 1930 à 1940 aux USA et tout particulièrement à l'Institut des études avancées de Princeton. Cette organisation, indépendante et non universitaire, a connu des noms prestigieux comme Albert Einstein, John von Neumann, Robert Oppenheimer, David Hilbert, Gustave Le Bon, Nikola Tesla. C'est là que serait né le projet Philadelphie, sous l'égide du 32e président Franklin Roosevelt. Ce projet consistait à produire une invisibilité partielle ou totale des objets. Il était conduit dans un but militaire, bien évidemment, par Roosevelt en personne. Le Philadelphia Experiment eut lieu le 12 août 1943. Toutefois, Nikola Tesla aurait reçu des informations complémentaires de ses contacts, qui lui auraient montré la dangerosité du projet et il s'en serait alors retiré. Le projet, malgré les risques encourus, aurait bien eu lieu, avec von Neumann, sous la conduite d'Oppenheimer. Des conséquences irréversibles auraient alors été constatées sur le personnel se trouvant à bord du bateau militaire. Il convient de préciser que ces expérimentations étaient la conséquence des mines magnétiques que l'armée allemande avait mises au point dès 1938 et qu'il avait été urgent, à cette époque, de devoir passer à l'action. Le déclenchement d'un premier dispositif aurait eu lieu le 22 juillet 1943 à 9 h du matin. Le navire aurait disparu pendant le quart d'heure de l'expérimentation. Des générateurs, Tesla, auraient été installés sur le bateau expérimental, dont un appelé « générateur de référence de temps zéro ». Il s'agissait d'un système de résonance de masse, réalisé par Nikola Tesla, chargé de se verrouiller à la structure magnétique de la Terre. Ce système serait parti d'un principe, concernant toutes les planètes existant dans la galaxie et évidemment aussi celles de notre système solaire, et qui serait verrouillé fondamentalement dans la cosmologie, par le système géocentrique de notre galaxie, appelé référence de temps zéro. La phase expérimentale définitive aurait été arrêtée au 12 août 1943. Ce jour-là, après que les générateurs aient été mis en service et que la silhouette du bateau soit progressivement disparue des écrans radars, un flash aurait provoqué sa disparition totale. Il ne serait réapparu que 4 heures plus tard. C'est alors que le transfert de personnes, dans le temps, se serait produit. Des personnes qui figuraient sur le navire téléporté se seraient retrouvées en face de la même personne qui dirigeait les opérations, mais au 12 août 1983. Von Neumann, qu'il venait de quitter, les accueillit, vieillis de 40 ans, en leur demandant ce qu'ils faisaient là, et qui ils étaient. Toutefois, c'est lui qui détenait les explications sur l'événement, et qui les leur communiqua. Mais, comme tout ceci n'est pas assez difficile à comprendre, il se serait avéré nécessaire à ces personnes, projetées dans le temps, de devoir retourner à leur point de départ. Le bateau se serait retrouvé dans une bulle d'hyperespace, en expansion depuis 1943, auquel il leur incombait de donner un terme par la fermeture des générateurs de champ. Il s'avérerait qu'en 1983 des progrès auraient été réalisés dans le domaine de la régression temporelle par un contrôle total sur le temps. Il convient de préciser qu'en 1943, le projet de bombe atomique était aussi en cours d'expérimentation et on connaît son influence éventuelle sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Verrou de temps ?
Chaque nouveau-né posséderait, dès sa conception, ses propres verrous de temps. Pour comprendre cette hypothèse, il faut comprendre que l'univers physique serait composé de 5 dimensions. À la 4e dimension, qu'est le temps, il conviendrait d'ajouter un vortex, qui est un vecteur en rotation et qui indiquerait la direction du temps. Il s'agirait d'une structure génétique à laquelle chaque individu serait verrouillé. Il serait lié à un point de temps qui lui servirait de référence. Cette structure particulière nous permettrait de vivre avec les références de temps qui nous entourent. Chacun pouvant ainsi demeurer dans son environnement de référence. Le temps lui-même n'est pas facile à définir. Il ne dépendrait, en fait, que de la conception que nous avons l'habitude d'attribuer au temps qui passe. Il avait été évoqué, dans les précédents ouvrages, de la collection Alerte, le triptyque humaniste existentiel, le dernier regard, les fictions de la science, l'insouciance de la conscience, ce que pouvait être la conception du temps que nous résumons à un présent, un passé et un futur. Il avait également été déterminé qu'il n'était pas possible d'évaluer la valeur du présent, sauf à considérer qu'il s'agissait d'une notion tellement furtive qu'elle ne pouvait être définie qu'à partir d'une succession d'événements. Son imprécision est telle qu'il paraît impossible de situer cette notion du présent avec méticulosité. Pour être concret, le temps se résumerait à un passage du passé vers le futur à travers des successions d'événements. C'est, semble-t-il, ce qui devrait se passer normalement. Il devient alors plus facile de comprendre que le passé et le futur puissent se confondre, dès l'instant où l'on a réussi à faire sauter les verrous de temps qui nous régissent dans une structure définie. L'hyperespace est justement l'élément qui permettrait de quitter les références de temps auxquelles nous sommes modélisés et rattachés. Ce système est particulièrement dangereux à faire fonctionner puisqu'il s'agit de quitter un système de référence pour un autre totalement inadmissible et incompréhensible a priori, sauf à posséder des niveaux de compréhension de temps hors du commun. Il s'agit là d'une approche métaphysique de l'existence individuelle. Elle permet de mieux comprendre et d'appréhender les éléments de la conscience individuelle et collective. Cette évaluation des verrous de temps permet de reconsidérer l'éventuelle réalité de la métempsychose. Chacun pourrait ainsi définir ses seuils d'expérimentation en fonction de ses nécessités intrinsèques. L'espace et le temps ne seraient que des moments d'expérimentations individuelles et collectives et peut-être plus globales encore. Cependant, si chacun de nous possède ces zones de temps, aussi appelées biochamps, chaque planète et chaque élément dans l'espace posséderait aussi les siens. Ainsi, notre Terre correspondrait à un biochamp de 20 ans, en avant ou en arrière et à partir d'une date précise, le 12 août, sur le calendrier de l'Occident, en l'occurrence. Cette situation particulière correspondrait à un état de pic énergétique et magnétique de notre planète. Notre Terre aurait des cycles comparables au biorhythme de l'espèce humaine. Les États-Unis et, sans doute, pas seulement eux, auraient réussi les voyages dans le temps et utiliseraient ces passerelles d'études. Ils détiendraient des niveaux de technologie depuis plusieurs décennies, totalement incompréhensibles pour des non-initiés. Mais alors pourquoi ces technologies sont-elles toujours cachées ? Les différents niveaux technologiques déjà atteints ne pourraient pas être divulgués parce qu'ils risqueraient d'aboutir à un effondrement immédiat des systèmes économiques qui établissent actuellement l'équilibre de l'espèce humaine sur notre planète, malgré les inconvénients qu'ils occasionnent et que nous connaissons. Il conviendrait de pouvoir procéder par étapes. Malheureusement, l'oligarchie dirigeante n'y est pas favorable et c'est elle qui détient tous les pouvoirs avec tous les privilèges que cela lui procure. Expérimenter. Les projets américains, Phoenix, auraient consisté à des expériences de contrôle sur l'esprit d'individus ciblés. La technologie utilisée aurait consisté en une antenne émettrice de fréquences contrôlables. Les variations de modulation en impulsion à phases multiples auraient cependant provoqué des lésions cérébrales et des troubles psychiques, entre autres conséquences, à partir des manipulations exercées à l'insu de personnes choisies, au hasard. Les chercheurs impliqués dans ces projets auraient déterminé qu'il suffisait de varier les modulations de phase, les sauts entre les fréquences et les impulsions à phases multiples, pour pouvoir contrôler efficacement l'esprit des individus.
Il aurait été estimé que plusieurs dizaines de milliers d'enfants auraient ainsi été sacrifiés pour mener à bien des expériences dans plusieurs dizaines de laboratoires. Des expériences de création de tunnels temporels auraient été réalisées avec succès. Un transmetteur aurait été utilisé pour générer des décalages spatio-temporels. Des voyages dans le temps auraient ainsi été provoqués. Des expériences de matérialisation de personnes et d'animaux auraient été réalisées à l'aide d'amplificateurs spéciaux. Ces apparitions n'auraient duré que le temps de fonctionnement de cet amplificateur. Des vortex de 15 km de longueur auraient été engendrés pour permettre des passages partout, dans des espaces-temps. Cela s'apparenterait à des tunnels dans lesquels il serait possible de s'aventurer et de s'y sentir propulsé. Ces tunnels ressembleraient à un tire-bouchon, dont l'intérieur serait revêtu de cannelures. Des lignes temporelles auraient aussi été créées. Ces processus comporteraient de nombreux risques. Une personne qui pénètre dans le tunnel serait déphasée, par rapport à celle qui en ressort à l'autre bout. Le temps n'y serait plus le même. Au cours des voyages dans le temps, il serait apparu qu'il n'est plus possible à une personne de revenir précisément à son point de départ. Il y aurait une nécessité de décalage vers l'avenir, cela s'appellerait un bouclage temporel fermé. Il conviendrait encore de savoir que, dès qu'une personne atteignant les 3/4 de la longueur du tunnel temporel, sa conscience quitterait son enveloppe physique. Les verrous temporels n'y seraient plus actifs. La théorie de Nikola Tesla, qui avait précisé être en relation directe avec des ET, certifiait qu'il suffisait de faire avancer le verrou temporel d'une personne, pour que celle-ci cesse de vieillir. Des extraterrestres lui auraient affirmé être vieux de plusieurs siècles, à l'échelle du temps de notre planète. 30 à 60 jours suffiraient, aux personnes expérimentatrices, pour se projeter et s'insérer dans leur nouvelle référence temporelle. Un autre niveau expérimental concernerait les implants. Des dispositifs de 3 mm de diamètre seraient ainsi implantés sur une personne, assureraient sa surveillance et son contrôle. Il s'agirait d'un processeur synaptique activé par des flots de micropositrons qui imitent les fonctions du système nerveux humain par des micro-relais servant à dupliquer les fonctions cérébrales. Ces dispositifs seraient implantés par des terriens, à ne pas confondre avec les abductés des extraterrestres, qui eux utiliseraient des dispositifs de composition ferreuse diverses, des dérivés d'origine météoritique non terrienne. On ne connaît pas les fonctions précises de ces objets de formes diverses, sauf à spéculer sur leur raison d'être et qui auraient été extraites de personnes déclarant avoir été enlevées par des ET. Des équipements de base d'extraterrestres auraient été découverts à 150 mètres de profondeur, dans diverses salles, sous la pyramide de Gizeh. Ces vestiges dateraient d'au moins 100 000 années. Ces salles en sous-sol auraient ensuite été cachées en y construisant la pyramide par-dessus. De très grandes quantités de renseignements y auraient été mises en évidence. Il semblerait, selon ces sources d'informations, que des civilisations d'extraterrestres auraient prospéré sur notre planète, et puis auraient disparu. Certains ET procéderaient à des expériences d'hybridation et de clonage à des fins biologiques à partir de bovins. Toutefois, des scientifiques humains seraient également soupçonnés d'avoir recours à de grandes quantités d'adrénaline, également prélevées sur des bovins. Cela pourrait expliquer les grandes quantités d'animaux morts auxquels des organes auraient été retirés à partir de pratiques chirurgicales complexes. Le clonage exigerait des endroits d'expérimentation à changer au magnétique stable. Les processus de clonage exigeraient des caractéristiques particulières pour leur bon fonctionnement. Des répliques d'humains y auraient été réalisées avec succès. Armes scalaires. Des armes électromagnétiques scalaires. Il s'agit, là aussi, d'une découverte de Nikola Tesla. Ce système consiste à utiliser le champ magnétique pour le transformer en énergie de champ gravitationnel. L'inverse pouvant aussi se réaliser. La transformation peut se structurer sur des objets spécifiques. La Russie aurait développé l'électrogravitation pour réaliser, évidemment, des armes de puissance inconsidérée. Ces armes catastrophiques sont en totale contradiction avec les effets de la physique enseignée en Occident.
Ces armes seraient tout simplement capables de traverser l'espace-temps. Il n'y aurait plus ni masse ni énergie, devant parcourir une distance. Les structures et les ondulations seraient manipulées de façon à pouvoir interférer dans un espace-temps ciblé, à partir de n'importe quelle distance de la cible. Une interférence, dans les structures ondulatoires, provoquerait l'effet énergétique désiré à travers la cible. La cible émergerait du vide créé pour être incorporée dans un lieu défini se trouvant à distance. L'armée russe détiendrait là des pouvoirs hégémoniques considérables, dont on peut envisager qu'elle se retrouverait à égalité avec les USA. À travers les essais qui auraient été réalisés, aucun des pays occidentaux n'a été en mesure de comprendre ni la nature ni la provenance des dégâts constatés. Ce type de matériel servirait également à perturber des zones climatiques précises, à l'instar du HARP américain. Des modifications des jet stream, ces courants jets circulant entre 10 000 et 15 000 mètres d'altitude, à une vitesse de 200 à 400 km à l'heure, qui sont de plusieurs centaines de kilomètres de large pour quelques kilomètres d'épaisseur, auraient déjà été observés. Des morts, en masse, d'oiseaux et d'autres espèces animales seraient également imputées à ce modèle d'arme. L'armement électromagnétique scalaire procéderait d'une résonance scalaire. Cela signifierait que la résonance scalaire serait une onde électromagnétique stationnaire. Si elle peut être produite électriquement, elle n'est pas électrique dans son comportement. Dans une résonance scalaire, l'espace-temps se trouve courbé. Cette courbure oscillerait sous la forme d'une onde stationnaire. Un émetteur d'onde scalaire serait comparable à une pompe à chaleur. Il peut agir en émetteur d'énergie ou en extracteur d'énergie. D'un point de vue scalaire, chaque objet posséderait sa propre empreinte scalaire. Chaque modèle scalaire pourrait donc être irradié par des ondes scalaires distantes. La conséquence en serait de créer ou d'extraire de l'énergie d'un objet ciblé, par résonance sympathique. Ces dispositions particulières découleraient directement de la mécanique quantique. La physique classique ne s'appliquerait pas dans ce processus. L'action à distance réagit de la même façon que la matérialisation et la dématérialisation. Dans ces conditions, la pensée elle-même pourrait se matérialiser. Dans un type d'action scalaire, la valeur du temps se retrouve modifiable. Des expériences auraient permis de pouvoir le démontrer. Un tel procédé permettrait d'extraire d'énormes quantités d'énergie, en réglant des fréquences scalaires en direction d'une région de grande énergie, telle que le centre de la Terre, créant un courant de résonance scalaire de très haute énergie. Des expériences réalisées auraient été très concluantes. Un autre dispositif consisterait à utiliser un interféromètre scalaire. Deux émetteurs émettraient des rayons qui se croisent dans une zone d'interférence. L'interféromètre fonctionnerait alors en mode exothermique, pour produire de la chaleur. En réglant les potentiels des émetteurs différemment, une énergie serait extraite de la zone de l'émetteur. L'interféromètre fonctionnerait en mode endothermique, en absorbant la chaleur. Le résultat de l'arme scalaire procéderait d'émetteurs agissant par pulsation, ce qui créerait une émergence explosive d'énergie qui aurait lieu dans la zone d'interférence ciblée, selon que l'interféromètre fonctionnerait en mode exothermique ou endothermique. L'interférométrie scalaire s'appliquerait ainsi entre le site émetteur et un site d'intersection distant annihilant l'espace situé entre les deux sites. Il correspondrait à un flux d'énergie existant entre la zone émettrice et la zone d'intersection. Dans tout l'espace intermédiaire, l'énergie existante serait verrouillée. Autrement dit, l'énergie de la zone émettrice disparaîtrait d'un point A pour réapparaître à un point B. S'il s'agit de pulsation, l'énergie récoltée au point B y serait explosive. Nikola Tesla avait prévu une utilisation particulière de son interféromètre scalaire légèrement endothermique. Cette disposition lui aurait permis de n'extraire qu'une petite partie d'énergie de la cible distante. Un receveur ouvert lui aurait permis de scanner la zone d'intersection par des pulsations en phase, d'un côté à l'autre et de haut en bas. En finalité, le receveur générerait une représentation de l'énergie extraite des différents endroits de la zone endothermique distante.
Son effet serait d'afficher une représentation distante de la zone. Les rayons scalaires peuvent pénétrer le sous-sol terrestre ainsi que les fonds océaniques. Il s'agirait de l'utilisation d'un scanner par interférométrie scalaire. Il serait ainsi possible de voir à l'intérieur des bâtiments, des cavités souterraines, etc. Dans l'océan, il agirait en radar sous-marin permettant d'y observer tous les objets s'y trouvant. Ce système d'interférométrie scalaire agirait également pour une neutralisation temporaire ou définitive des équipements électriques et électroniques en réalisant un blocage des systèmes en fonction. Cela expliquerait peut-être tous les incidents rapportés par les observateurs d'OVNI concernant les conséquences des survols des voitures et des proximités aériennes avec des avions. Les découvertes de Nikola Tesla auraient également permis de réaliser des boucliers de défense par la réalisation de vannes d'énergie scalaire. La coquille protectrice pourrait englober plusieurs kilomètres de diamètre. Dans des boucliers Tesla plus petits, la densité d'énergie y serait suffisante pour tout y faire fondre et vaporiser jusqu'aux métaux. Cela pourrait expliquer la réalisation des tunnels, dont les structures internes seraient vaporisées jusqu'à réaliser la vitrification des parois, selon certains témoignages, concernant les tunnels de circulation des trains, maglev, aux USA. On peut être étonné que de telles prouesses techniques et technologiques aient été constatées et expérimentées par la Russie. Mais alors qu'aucune cartographie de la Lune n'ait été fournie depuis le Lunar Orbiter de 1966 avec une résolution de 300 mètres par pixel et des photos réalisées en noir et blanc, qu'il n'a pas été possible de meilleure performance depuis. Y aurait-il un problème à montrer des documents, obtenus en haute définition, qui mettraient en évidence des installations dont on ne voudrait pas en expliquer l'origine, ainsi que supposer des réseaux scalaires y auraient été détectés, ce qui expliquerait les dissimulations de la NASA et de tant d'autres organismes. Toute la collection. Les populations esclaves est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence audiophonique sur YouTube. La